Bonsoir. La guerre scolaire reprendra-t-elle? La majorité souhaite augmenter l'aide des collectivités locales à l'enseignement privé. L'ancien ministre de l'Éducation et de la Culture nous donnera son sentiment. Bonsoir, Jack Lang. Bonsoir. Le général Morillon est triste à l'idée de quitter la Bosnie. Notre envoyé spécial Bernard Lebrun l'a rencontré à Sarajevo et Laurent Boussier nous fera connaître le général Koch qui prend la tête des casques bleus dans l'ex-Yougoslavie. À Genève, Croates et Serbes s'entendent sur la formation d'une confédération en Bosnie. Ils demandent aux musulmans d'approuver une telle idée. Jacques Merlino nous proposera en exclusivité le partage imaginé par les Serbes. L'état de grâce pour les Français à Wimbledon, Butch et Piolín se distinguent après le compte. Ils battent respectivement Lendl et Medvedev. Mais avant de développer tous ces titres, nous allons faire le point sur une opération spectaculaire menée aujourd'hui par des militants kurdes contre des intérêts turcs dans toute l'Europe. Prise d'otages à Marseille et à Munich, fusillade à Berne, une personne a été tuée, 8 autres blessés, saccage à Lyon, Zurich, Francfort, Bonn et Stockholm. Les cibles, les ambassades, les consulats, les compagnies aériennes ou des entreprises turques. Commençons par Marseille, où la prise d'otages s'est heureusement terminée sans effusion de sang. Claude Sampère. C'est fini. Il est 13 h. Les membres du commando kurde qui ont investi le consulat de Turquie en plein centre de Marseille se rendent sans violence aux forces de l'ordre. Vers 10 h, une dizaine de Kurdes armés de grenades réussissent à pénétrer dans le bâtiment. Ils prennent immédiatement 6 otages. Et très vite, l'antenne marseillaise du GIPN, le groupe d'intervention de la police nationale, prend position autour du consulat. Le commando n'a aucune revendication précise. Les Kurdes réclament simplement la présence de journalistes pour expliquer les motifs de leur action. 3 heures de discussion, de négociation, les autorités acceptent finalement qu'un des membres du commando rencontre brièvement la presse. Quelques minutes plus tard, tous les otages sont libérés, sains et saufs. Les 10 membres du commando arrêtés sont à l'heure actuelle toujours interrogés par les policiers. En revanche, la prise d'otages se poursuit au consulat de Turquie à Munich, où 8 hommes armés retiennent plusieurs personnes. Rejoignons notre envoyé spécial en Allemagne, Pascal Guimier. La prise d'otages dure depuis maintenant près de 11 heures. Selon la police, 8 Kurdes retiennent une vingtaine de personnes, employés du consulat et ressortissants turcs. Exigence des preneurs d'otages, que le chancelier Kohl en personne intervienne ce soir à la télévision, qu'il lance un appel au gouvernement turc afin que celui-ci, je cite, arrête immédiatement la guerre contre les Kurdes. En cas de refus, les militants menaceraient d'exécuter leurs otages et de faire sauter le bâtiment. Le gouvernement allemand a répondu en milieu d'après-midi, mais par un simple communiqué, en condamnant fermement l'attaque du consulat et les autres incidents violents commis contre des intérêts turcs en Allemagne. En effet, aujourd'hui, à Hambourg, Essen, Bonn, Stuttgart, Hanovre et Berlin, attaquent contre des agences de voyage, des banques turques ainsi que des locaux de la compagnie aérienne Turkish Airlines. La police pense avoir affaire à des militants du PKK. Il serait environ 5000 actifs en Allemagne pour une population kurde estimée à 400 ou 500 000 personnes. Le 29 mai dernier, en tout cas, 70 000 Kurdes manifestaient à Bonn. Ils réclamaient l'arrêt des exportations d'armes allemandes vers la Turquie. En mars 92, l'armée turque avait en effet utilisé des chars livrés par l'Allemagne pour réprimer dans le sang la rébellion kurde dans le sud-est anatolien. Et il y a 10 jours, le secrétaire général du PKK donnait une interview retentissante à notre confrère allemand Focus. Il y déclarait textuellement que la République fédérale d'Allemagne est complice de la Turquie dans sa répression contre le peuple kurde. Et au moment où Pascal Guimier nous donnait ces précisions, une information nous parvenait de Munich. Les otages femmes ont été libérés, une dizaine environ. Il resterait donc entre les mains des militants kurdes armés une dizaine d'otages, tous hommes. Les auteurs de ces raids spectaculaires appartiennent, vous l'avez entendu, au Parti des travailleurs du Kurdistan, le PKK. Ils ont lancé cette opération à la veille de la formation de nouveaux gouvernements en Turquie pour raviver en quelque sorte aux yeux des dirigeants d'Ankara et du monde la question kurde et pour rappeler la revendication séculaire du peuple kurde, un peuple sans État. Jérôme Bonny. Derrière les opérations commando de Marseille, de Munich et d'ailleurs, il y a l'histoire d'un peuple qui se bat pour sa survie. Ce peuple kurde, à cheval sur 5 États, mais qui lui-même n'a jamais réussi à obtenir un territoire. Chaque page de l'histoire kurde est celle d'un long calvaire. En 88, à Halabja, Bagdad n'hésite pas à gazer les populations. Avril 91, croyant Saddam vaincu, les Kurdes d'Irak se soulèvent et c'est l'exode.
et la mort pour les plus fragiles sur la frontière barrée par les gendarmes turcs. L'Occident, qui n'a pas su depuis la Première Guerre mondiale leur donner un État, les bombarde de palettes alimentaires. Tirant parti de cette détresse, les combattants marxistes du PKK sont en guerre ouverte contre Ankara. Une guerre sans merci où ils auraient eu 200 tués fin mai après avoir eux-mêmes exterminé 38 hommes désarmés dans la région de Bingöl. C'est à la veille de la formation du nouveau gouvernement turc que les Kurdes du PKK ont voulu, par les actions d'aujourd'hui, signifier au Premier ministre, Mme Siller, qu'ils n'ont pas l'intention de lui laisser le moindre répit. Un Français a symbolisé pendant des mois et des mois l'action de notre pays et de l'ONU en Bosnie pour tenter d'arrêter la guerre, le général Morillon. Aujourd'hui, sa mission est terminée, il la prenait à cœur, les téléspectateurs le savent, et il ressent quelque tristesse à l'idée de quitter la Bosnie. Il s'est confié à notre envoyé spécial, Bernard Lebrun. Si vous voulez, cette mission m'a énormément apporté à titre personnel. C'est un enrichissement extraordinaire. Moi, je ne suis pas en mesure de porter un jugement sur l'action qui a été la mienne. C'est plutôt à la population elle-même qu'il appartiendra de le faire ici. Je quitterai, si je dois quitter, et c'est maintenant officiel, avec le sentiment d'avoir beaucoup reçu, peut-être un peu donné. Non, je ne peux pas dire que je vous l'ai dit depuis le début, je considère que dans cette affaire, c'est pas moi qui suis concerné, la personnalité du général Morillon, encore une fois, et pour répondre à votre question, n'est pas en cause. Les efforts consentis par l'ensemble des nations au sein de la force-ONU ont eu des résultats que vous avez appréciés. Nous partons sur une nouvelle phase qui va être dans un esprit différent, et c'est pas plus mal qu'il y ait là aussi un regard neuf qui se porte sur les choses. Je serai relevé parce que la France ne va pas conserver le commandement à la fois de la force ONU à Zagreb et ici du BH Command. Ça paraît, il va y avoir une redistribution des responsabilités, comme chaque fois que la mission évolue, en fonction d'ailleurs de l'arrivée de nouvelles nations contributrices, de l'augmentation des effectifs sur BH. Donc c'est sûr que je serai relevé, et je ne sais encore pas par qui, ni exactement quand ça va se passer. Vous êtes appelé à quelle fonction, en général? Je sais pas. Vous avez arrivé en civil, retournez-vous à la vie civile? Non, je pense pas. Non. Pas de regret, mais un peu de tristesse. Non, attendez de voir si je vais avoir une larme à l'œil comme je partirai. Je suis pas parti encore. Un général français s'apprête à quitter la Bosnie. Un autre général français se rend dans l'ex-Yougoslavie, mais pour prendre le commandement des 25 000 casques bleus, le général Jean Cotte, que Laurent Boussier présente. C'était il y a quelques mois, Jean Cotte, général commandant la première armée française, passait en revue des troupes qui partaient pour l'ex-Yougoslavie. Il regardait ces hommes partir pour une mission difficile. Demain, il va les rejoindre, les commander à nouveau, tout comme il va commander aux 25 000 casques bleus de 30 nationalités différentes stationnés depuis plus d'un an dans un pays déchiré par une guerre civile meurtrière. 59 ans, Saint-Cyrien, nommé général d'armée en mai 1990, Jean Cotte est d'un des plus hauts gradés de l'armée de terre. Il connaît bien les problèmes de l'ex-Yougoslavie. Depuis plus d'un an, c'est lui qui, au sein de la première armée, planifie les départs, les relèves et la logistique des troupes françaises engagées sur le terrain. Il a effectué toute sa carrière dans l'infanterie et en Europe, deux atouts pour commander sur un territoire sud-européen où le fantassin reste l'arme la plus efficace. Ce mouvement coïncide, mais ce n'est qu'une coïncidence, avec un accord conclu ce soir à Genève par les Serbes et les Croates de Bosnie. Ils se sont mis d'accord sur l'idée d'une confédération divisée en 3 régions, en 3 ethnies. Et avant même de connaître la réponse des musulmans, les Serbes ont imaginé eux-mêmes le partage. Ils le montrent en exclusivité à notre envoyé spécial à Genève, Jacques Merlino.
En chef victorieux, Radovan Karadzic mène en réalité les négociations de Genève. Ses troupes détiennent la plus grande partie du territoire bosniaque et aujourd'hui, il veut se montrer généreux. Dans la villa qu'il occupe sur le bord du lac Léman, les cartes sont prêtes pour définir un partage de la Bosnie. Des cartes encore secrètes, élaborées par Karadzic et son groupe de conseillers. Nous sommes prêts pour obtenir la paix et à la condition que la guerre s'arrête immédiatement. Nous sommes prêts à rendre jusqu'à 4000 km² et plusieurs villes. Ainsi, les musulmans auront un pays très convenable. Ils auront une quarantaine de villes et la partie la plus riche de la Bosnie, avec 2 grands centres, Tuzla et Zliča, ainsi que la ville de Sarajevo. Donc vous êtes prêt à renoncer à Sarajevo? Oui, exactement. Nous devrions aboutir à un accord afin que Sarajevo et les 2 villes voisines appartiennent aux musulmans et soient reliées à la Bosnie centrale. En échange, nous voulons Goražde et Srebrenica. La capitale serbe serait Ilidža. Vous proposez donc un échange de population entre Sarajevo, Goražde et Srebrenica? Oui, pour consolider les territoires serbes et musulmans et pour éviter dans l'avenir les risques de conflits. Un accident meurtrier s'est produit ce matin à Moscou sur l'une des principales avenues. Un semi-remorque a percuté un camion-citerne. Explosion, incendie, des bus ont brûlé, 11 morts, plusieurs blessés. Dorothée Oliéric. Midi, une artère passante à quelques kilomètres du Kremlin. Un camion-citerne est arrêté au feu rouge quand un semi-remorque vient le percuter. Sous le choc, la citerne explose, le fioul jaillit et le liquide en feu se déverse instantanément sur un trolleybus qui se trouve à l'arrêt, rempli de passagers. Bilan, 10 personnes au moins sont mortes, 24 autres sont plus ou moins grièvement blessées. La télévision russe, qui a diffusé des scènes horribles de cette catastrophe, avait évoqué plutôt des dizaines de morts. Le choc sûrement, l'horreur aussi, et finalement l'histoire atrocement banale d'un accident de la route. L'opération Mer Morte, lancée par les marins-pêcheurs bretons et basques, prend fin ce soir, mais elle a été accompagnée d'une autre opération, si l'on peut dire, terre agitée. Les marins-pêcheurs français ont voulu débusquer le poisson importé, parfois violemment. Éric Piolet. Une véritable chasse aux poissons d'importation orchestrée par les marins bretons. Lorient, 200 personnes pénètrent en force dans une entreprise de congélation. Le contenu de 2 chambres froides est saccagé, 250 tonnes de poissons en provenance d'Alaska, du Chili, de Pologne. Selon la direction, 5 millions de francs de dégâts. Déception, découragement, car ça ne résoudra absolument pas leurs problèmes. De détruire les entreprises comme ils le font, ça ne résoudra pas leurs problèmes. À la sortie, quelques incidents avec les forces de l'ordre. Un fourgon de police est renversé par les manifestants. À Nantes, visite plus calme au marché de Gros. Les pêcheurs repartent sans avoir découvert de poissons des pays tiers. Mais sur le chemin du retour, ils détruisent de la marchandise d'importation dans un entrepôt de la banlieue, puis à Vannes. À Saint-Guénolé, c'est un atelier de transformation travaillant du poisson d'importation qui est gravement endommagé par un incendie. L'origine criminelle ne fait pas de doute. Les dégâts sont évalués à 20 millions de francs. 23 personnes se retrouvent en chômage technique. La direction porte plainte contre le comité de survie breton qui nie toute responsabilité. Et à Luxembourg, le ministre de la Pêche, Jean Puech, a déploré le fait, devant ses collègues, que la préférence communautaire ne soit plus respectée. La guerre scolaire reprendra-t-elle? Les députés vont examiner demain le projet de financement des établissements privés par les collectivités locales. Actuellement, l'aide est limitée à 10% du budget annuel. Elle pourrait être supérieure si l'Assemblée approuve le texte. Avant d'entendre les réactions des syndicats et celles de notre invité Jack Lang, suivons Chantal Timerlin et Pierre-Laurent Constant à Ozoir-la-Ferrière, près de Paris. Le problème se pose dans cette commune où l'école privée attire de plus en plus de familles, donc réclame de plus en plus d'argent. Voilà le scénario prévu pour la rentrée de septembre. En 6e, où l'on accueille en moyenne 30 élèves par classe, 150 resteront en liste d'attente, faute de place. Et en tout pour le collège et le lycée, c'est 310 élèves qui ne pourront pas s'inscrire à Sainte-Thérèse. L'école privée ne peut plus répondre à l'attente des familles qui s'inscrivent. Il me paraît, moi, dommage, en ayant les locaux, en ayant les espaces disponibles, la demande des familles, les professeurs qui ont les mêmes diplômes que dans l'enseignement d'État, à savoir les certifiés et les agrégés,
que nous n'ayons pas les mêmes facilités pour construire et pour ouvrir des classes. Dans cette banlieue parisienne qui a gagné 160 000 habitants en 14 ans, l'école privée est condamnée à réussir pour être le complément nécessaire à l'école publique. Et pour réussir, il a fallu construire. Coût du collège et du lycée, 90 millions de francs. Faute d'aide publique, il a fallu emprunter le tiers de la somme, soit 30 millions. La gestion financière de l'école privée est plus compliquée que la quadrature du cercle. Accueillir de plus en plus d'élèves, construire, mais ne pas augmenter la charge des familles. On vient d'intégrer une infrastructure qui est très lourde, donc il y a beaucoup de dépenses qui pourraient très vite déraper et notre chiffre d'affaires n'est pas extensible de façon très souple. Donc évidemment, oui, si on n'est pas très vigilant, on pourrait être en faillite, oui. Souvent étranglée par les emprunts et les dettes, l'école privée attend de l'État qu'il fasse un choix politique. L'aider à être le partenaire à égalité de l'école publique partout où il y a la demande des familles. Oui. Et avant même l'ouverture du débat, les syndicats de l'enseignement montent au créneau. Des mesures de cette nature qui mettent en péril la cohésion sociale, qui heurtent fondamentalement les lois laïques de la République, qui remettent en cause la loi de 1905 sur la séparation des églises et de l'État, parce que qu'est-ce qu'on va subventionner? Les organismes qui contrôlent aujourd'hui les établissements, et ces organismes, ce sont des congrégations religieuses pour la plupart, ou alors qu'on nous dise clairement qu'on veut faire éclater le service public de l'éducation nationale. C'est un véritable coup de poignard dans le dos du service public. C'est un plus pour l'enseignement privé, c'est indiscutablement un moins pour l'enseignement public et pour les jeunes de l'enseignement public. Nous savons bien que des besoins importants existent dans l'enseignement public en matière de rénovation, en matière de construction, de reconstruction d'écoles et d'établissements. Et les sommes qui sont actuellement allouées à l'enseignement public seront inévitablement partagées dorénavant entre l'enseignement public et l'enseignement privé. Est-ce que c'est à nouveau la guerre scolaire pour la rentrée? En tout cas, le gouvernement prend la responsabilité de la relancer. Et il était possible d'en rester à l'équilibre trouvé. Il rompt cet équilibre de façon tout à fait désastreuse. Alors, Jack Lang, vous écoutiez attentivement ces réactions. Vous étiez ministre de la Culture et de l'Éducation. Vous aviez l'année dernière enterré la hache de guerre. Que se passe-t-il? Oui, je crois que, pour bien expliquer les choses, il faut dire que voici un an, en accord avec le chef de l'État et le Premier ministre Pierre Bérégovoy, nous avions décidé de faire la paix. De faire enfin la paix entre l'école publique et l'école privée. Et cet accord de paix a été fondé sur un principe d'équité et d'équilibre. D'un côté, une aide en fonctionnement, de l'autre, des obligations de service public nouvelles assumées par l'école privée dans le domaine de l'égal accès des enfants à l'école, dans le domaine de la garantie de la liberté de conscience et dans le domaine de la formation et du recrutement des maîtres, aujourd'hui sous le contrôle de l'État. Chacun y avait gagné et d'abord les enfants et le service public. Aujourd'hui, pour être bien clair, c'est un deuxième volet que le gouvernement veut ouvrir, c'est l'aide à l'investissement. Je vous dirais que personnellement, et à titre tout à fait personnel, je ne suis pas du tout hostile à une évolution, mais là encore, dans l'esprit de l'accord que j'avais conclu avec le père Cloupet, s'il y a de vraies contreparties. Alors, ça veut dire que vous comprenez les besoins de l'enseignement privé qui a besoin d'aide? Ça veut dire que c'est une question si importante qu'on ne peut pas la traiter d'abord à la sauvette, à la va-vite, en fin de session, en fin de semaine. Il l'avait annoncé avant même les élections. Oui, mais c'est un débat qui se déroule dans des conditions qui manifestent une grande désinvolture à l'égard de l'opinion, de l'école et du Parlement. Sur le fond, un avantage nouveau en matière financière pour l'aide à l'investissement n'est pas en soi, je le dis très franchement, à titre personnel, n'est pas en soi scandaleux. Mais il faut qu'il y ait de vraies contreparties. C'est quoi les contreparties? Des obligations de service public nouvelles pour l'école privée. Par exemple, qu'elle prenne l'engagement de s'implanter dans des quartiers difficiles, dont seule aujourd'hui l'école publique se préoccupe. Des engagements dans le domaine des zones rurales. Et puis, par ailleurs, et vos intervenants l'expliquaient à l'instant, il faut de véritables compensations pour que l'enseignement public ne soit pas à son tour mis en difficulté. Alors, est-ce que vous êtes optimiste sur ces deux points? Puisque vous avez négocié l'année dernière avec l'enseignement privé, est-ce qu'à votre avis, ces contreparties seront fournies par les établissements privés? Et sur le deuxième point, est-ce qu'il y aura des compensations pour l'enseignement public? Ça dépend de l'État. Ça dépend de l'État. Si l'État propose que l'aide aux investissements soit progressive et plafonnée, et s'il y a une compensation pour que les collectivités locales puissent éventuellement apporter un concours à l'investissement des établissements privés sans baisser
leur soutien à l'enseignement public. Et je voudrais dire ceci, si vous permettez, en m'adressant aux dirigeants du pays. Je leur dis, nous avons rétabli la paix scolaire, ne la brisez pas. Pour obtenir la paix, j'ai moi-même pris le risque de heurter provisoirement certains amis laïcs. Soyez responsables, et vis-à-vis de l'aile la plus extrême de votre majorité, vous devez faire preuve d'esprit de responsabilité. Vous êtes au service de la nation et non pas au service d'un clan. Et ce qui compte avant toute chose, si vous êtes des hommes d'État, et je ne veux pas en douter, vous devez sauver l'intérêt supérieur des enfants et de l'éducation en établissant un équilibre entre les aides nouvelles et les contreparties. Alors, à vous entendre, j'ai l'impression que vous pourriez lancer le même appel à la paix scolaire à, comment dites-vous, vos amis laïcs, parce que j'ai l'impression que vous êtes un peu minoritaire, là, ce soir. Non, il y a une approche méthodologique un peu différente, mais sur l'essentiel, nous sommes en plein accord. Ce que je souhaite, et je me bats avec tout le monde, pour que nos enfants puissent bénéficier de bonnes conditions d'enseignement. C'est là l'essentiel. Alors, j'ai invité ce soir le ministre de l'Éducation. On a fait le point, mais on aura l'occasion de le refaire à nouveau. On a invité aussi l'homme politique. Avant de parler de l'état des socialistes dont vous faites partie, je voudrais qu'on regarde ensemble un reportage de Roland Sicard et de Frédéric Delarue dans le Nord, où l'on voit des militants assez désorientés. Quelque part au fond d'un couloir, une petite salle, un restaurant, des gens qui poussent les tables à la bonne franquette. Les États généraux, c'est ça, les socialistes recommencent à parler. Et souvent, la discussion tourne à la psychanalyse. Les militants ont besoin de se défouler. Premier extrait. Pour moi, la gauche, elle incarne la justice sociale. Il y a eu un profond décalage entre ce que la gauche devrait incarner et ce qu'était la réalité vécue par les salariés au quotidien. À l'heure actuelle, il n'y a pas le respect du militant. Il faudrait quand même pas oublier le congrès de Rennes. On a oublié l'homme et la pensée socialiste à travers une politique qui était quelquefois une politique de réponse uniquement à un certain nombre d'événements. Autrement dit, les socialistes ne sont pas tendres avec eux-mêmes, mais c'est bien connu, ça va mieux en le disant. La preuve, passé le défoulement, ils retrouvent des idées et des raisons d'y croire. Deuxième extrait. Et des gens qui sont vraiment dans la merde, passez-moi l'expression, mais je tiens à le dire, eh bien on n'a pas de solution pour eux. Et je pense que si on veut être crédible quelque part, mais il faut qu'on donne des espoirs, et de véritables espoirs, aux gens les plus défavorisés. Il y a quand même une avancée sociale avec le Parti Socialiste, mais les gens n'ont pas compris. J'aimerais savoir quel est le gouvernement qui un jour s'est permis d'augmenter l'essence de 33 centimes au litre. Moi j'aimerais bien qu'on parle de ça aussi, parce que c'est facile de dire qu'on n'a pas tout fait, c'est vrai, mais que sont-ils en train de nous faire ? C'est donc clair, même si au bout de 2 mois d'opposition, les militants reprennent du poil de la bête, ils ont compris une chose, c'est qu'il faut tout changer. Et les dirigeants, eh bien, ils ont eux aussi compris une chose. Dernier extrait. Si les dirigeants n'ont pas le courage de se remettre eux-mêmes en cause et d'avoir cette grande capacité d'écoute et d'humilité, les choses se passeront pas bien. Conclusion, pour les socialistes, la déroute aura eu au moins un mérite, celle de les faire réfléchir. Mais ils ne se font pas d'illusions, la reconquête sera longue, cela promet beaucoup d'autres réunions au fond des couloirs, dans de petites salles, entre des tables de restaurant. J'ai l'impression qu'ils sont un peu sonnés. Hein. Oh, c'est normal, vous savez, après un échec comme celui que les socialistes ont connu, échec parfois injuste. C'est normal que dans une première période, il y ait interrogation, réflexion. D'ailleurs, je crois que ce parti est le seul qui se livre précisément à une sorte d'analyse, d'introspection, et j'espère surtout de propositions pour l'avenir. À propos d'introspection, vous irez aux États généraux du Parti socialiste ? Naturellement, oui. Avec tous les autres militants, je serai présent aux États généraux. Et pour vous et à vos yeux, le leader naturel, j'ai dit leader, je n'ai pas dit candidat pour l'instant, du Parti socialiste, c'est Michel Rocard ? Il y a un président d'une direction, et il y aura un peu plus tard, au mois d'octobre, un congrès normal du Parti socialiste, et c'est à ce moment-là que se constituera, pour 2 ans, je crois, l'organisation de la direction du parti. Est-ce qu'aujourd'hui, le candidat virtuel ou naturel à la présidence, c'est Michel Rocard ? Je crois que lui-même a indiqué que, pour l'heure, la question ne se posait pas. Je crois qu'en effet, la question qui se pose aujourd'hui, c'est de reconstruire une gauche généreuse, ouverte, moderne. Vous savez, dans une société comme la nôtre, si l'on veut préserver la santé et l'équilibre,
il est indispensable qu'il y ait un parti du mouvement, un parti de l'audace et de l'imagination. Et moi, je souhaite que, dans l'idéal de justice sociale qui est le nôtre, nous puissions retrouver l'esprit premier, je veux dire l'esprit pionnier, l'esprit de changement. Et c'est au fond ce qui apparaît à travers les débats dont vous avez parlé à l'instant. Un écho publié par Paris Match dit que vous pourriez fonder votre propre mouvement en septembre. J'appartiens à une organisation, j'entends bien participer activement à ces débats. Ce qui n'est pas impossible, c'est que sur le plan de la société civile, je sois appelé à prendre une série d'initiatives. Par exemple notamment vers les jeunes et sur le plan international. Par exemple Mais je vous en parlerai un peu plus tard, au mois de septembre. Esquissez déjà l'initiative. C'est en gestation et ça ne concerne pas le Parti socialiste, ça concerne la société. Un jour, vous nous avez dit sur cette antenne que vous pourriez être un jour candidat à la présidence de la République si. Ce sont des questions qui ne se posent pas aujourd'hui. Ce dont je suis certain, Paul Amar, c'est que un jour, nous reviendrons. Mais je souhaite que le jour où nous reviendrons, nous revenions mieux armés encore, mieux décidés à changer les choses et à répondre précisément à cette aspiration à la justice sociale qui a été exprimée à l'instant. Disons que, pour reprendre un mot que j'utilise volontiers, qui est un mot de René Char, il faut plus que jamais garder l'état d'esprit du soleil levant, et en particulier, je reviens à notre sujet tout à l'heure, pour préserver, sauvegarder la paix scolaire. Merci Jack Lang. Évidemment, dans nos prochains journaux, nous demanderons l'avis de l'actuel ministre de l'Éducation, François Bayrou. Il y aura demain au Maroc des élections législatives. Quel que soit le résultat, le régime ne changera pas. Le Maroc restera une monarchie, mais une démocratie est en train de naître au Maroc, une liberté d'expression perceptible. On va le constater à travers le témoignage de deux femmes, témoignages recueillis par nos envoyés spéciaux Françoise Joly et Michel Levasseur. La maison vient tout juste d'être terminée. Plafonds, vitraux, mosaïques sont l'exacte réplique de son ancien palais de la Médina. Latifa Benanis Mirez appartient à l'une des plus grandes familles de la ville de Fès. Elle est historienne, l'unique femme présentée par l'Istiklal, parti nationaliste d'opposition. Quand Latifa est devenue candidate à ces élections, c'est un tout autre visage du Maroc qu'elle a découvert. Je suis rentrée dans un bidonville. Jusqu'à maintenant, je n'arrive pas. Je n'arrive pas à imaginer, à réaliser comment ces gens-là vivent. Sous le portrait du roi, quand Latifa fait campagne, ce n'est pas seulement pour les femmes marocaines, tenues à l'écart du monde de la politique. Mais elle espère bien participer aux premières élections crédibles de son pays. C'est quoi des élections crédibles? C'est-à-dire la neutralité de l'administration d'abord. C'est-à-dire combattre l'utilisation de l'argent. C'est-à-dire ne pas... Enfin, c'est toujours ça. C'est-à-dire ne pas falsifier les résultats. Médecin, Nouza Baloul Benani est elle aussi originaire de Fès. Mais depuis 7 ans, elle exerce son métier dans un quartier populaire près de Casablanca. Elle n'est ni candidate, ni militante d'un parti politique. Simplement sans illusion sur le déroulement du scrutin. Moi, je vais vous montrer quelque chose. Cette carte-là, la carte avec laquelle je vais voter, c'est pas moi qui ai été la chercher. Je n'ai pas eu le choix de partir ou de ne pas partir. C'est un représentant qui est venu me la donner chez moi, ici au cabinet. Et un représentant de qui? Un représentant du ministère de l'Intérieur. Alors quand on demande à cette jeune femme si le 25 juin marque une évolution vers un peu plus de démocratie... Plus de démocratie. Est-ce qu'il y a une démocratie, tout d'abord? Et ce serait la question à poser. Je vous la pose? Ben moi je dirais non. Mais il y a peut-être malgré tout quelque chose en train de changer au royaume du Maroc. À force d'entendre Sa Majesté le roi parler de démocratie, les langues commencent à se délier. Hier, nous faisions état d'une plainte déposée contre Bernard Tapie par le directeur général de l'entreprise Testu, un directeur en prison, mais nous n'entendions que sa version. Écoutons ce soir l'autre version, présentée par Maître Prudhomme.
Mes clients réagissent formellement. Accusation mensongère, allégation fausse. L'argent, 100 millions de francs débloqués le 18 décembre 90, a servi à des fins industrielles et commerciales. Rachat de Lutrana, 45 millions de francs. Aide complémentaire à Lutrana par portage d'obligations, 25 millions. Et 30 millions de francs, souscription d'augmentation de capital de Trévoux. Entreprises commerciales et industrielles. Pas d'achat, pas d'intervention pour l'acquisition d'un contrat de footballeur ou autre, ou financement de campagne politique. J'en profite pour réagir. On ne peut pas utiliser de telle sorte les médias à des fins d'orienter le débat judiciaire. Les magistrats font leur travail, sérieusement, laissons-les en paix. Enfin, il faut rappeler la règle absolue du secret de l'instruction. Une plainte a été déposée, il faut la laisser s'instruire. Christophe Robert, un des attaquants du club de football de Valenciennes, a été placé ce matin en garde à vue. Cette information, recueillie par Benoît Gadret, va relancer la polémique sur une supposée tentative de corruption de certains joueurs valenciennois à la veille du match de championnat de France de football Valenciennes-Marseille. Le joueur valenciennois Christophe Robert, en garde à vue à Périgueux, est donc passé aujourd'hui aux aveux. Le footballeur a reconnu devant la police judiciaire avoir touché une somme de 250 000 francs de l'Olympique de Marseille en échange d'une attitude complaisante. 250 000 francs pour simuler une blessure 10 minutes après le début du match OM Valenciennes et quitter ainsi le terrain. La rencontre avait eu lieu le 20 mai dernier, quelques jours avant la finale de la Coupe d'Europe des Champions. Ce soir-là, Jacques Glassman de l'équipe de Valenciennes révèle qu'il a été contacté avant la rencontre par un joueur et un dirigeant de l'OM, Jean-Pierre Bernès, pour laisser filer le match en échange d'une somme d'argent. Deux de ses équipiers ont été également approchés, Christophe Robert et Georges Borushaga. La Ligue nationale de football dépose alors plainte et une information judiciaire est ouverte au tribunal de Valenciennes. Les enquêteurs ont découvert dans la famille de Christophe Robert aujourd'hui la somme de 250 000 francs correspondant à la transaction. Ce soir, la Ligue nationale de football s'est constituée partie civile, ce qui montre sa volonté de faire toute la lumière dans cette affaire. Les Français ont des ailes sur gazon, exploit aujourd'hui à Wimbledon de Piolín et Butch. Le premier a battu Medvedev, le second, Lendl, Alain Escoubet. Le gamin avait le sourire, l'ancien sa tête des mauvais jours. Il faut dire que depuis le début de la partie, il en avait vu de toutes les couleurs. Un coup, je te l'amortis à droite. Un coup, je te l'amortis à gauche. Et de temps à autre, je te la passe au-dessus, juste histoire de te faire voir que je sais tout faire. L'ancien n'est tout de même pas mort sans montrer que lui aussi avait encore de beaux restes de sa panoplie, et le score est là d'ailleurs pour confirmer que l'affaire pour Butch ne fut pas si simple. 4-6, 7-5, 6-3, 6-4. Entre les succès de Lecomte hier, ceux de Piolín et de Butch aujourd'hui, l'on finirait par regretter que les cours de Roland-Garros ne soient pas couverts de gazon. Il faudrait peut-être en parler à leur honorable voisin, le Parc des Princes. France 2 reste la chaîne du tennis. Jean Lebert vous propose de suivre la compétition point par point sur 36-15, Stade 2. Dans nos journaux, nous nous montrons très souvent que les champions, faute de temps, Paul Naon et Bernard Benjamin, ont eu l'heureuse idée de vous faire entrer dans les coulisses du Tour de France. Ils vous proposeront ce soir, dans le magazine Envoyé spécial, de vous faire connaître les médecins du Tour avec Pierre Salviac. Envoyé spécial donc à 20h50 après Sophie Davant, qui vous annoncera un temps de plus en plus beau, de plus en plus chaud, et avant le journal de Catherine Sellac à minuit, et le cercle de Michel Field. Demain, Gérard Leclerc recevra à 7h50 Louis Vianney, secrétaire général de la CGT. À demain 20h, bonne soirée sur France 2, bonsoir.